Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des analyses d'une autre famille d'analyse des données qui s'appelle l'analyse prédictive des données, c'est-à-dire c'est des méthodes d'analyse où on peut prédire en fait des valeurs, des variables ou des observations à partir des autres valeurs que nous avons observées auparavant. Bon, c'est une très grande famille d'analyse des données. Et aujourd'hui, nous allons parler en fait de deux méthodologies, deux méthodes. Donc l'analyse de la variance, ce qu'on appelle l'ANOVA, et la régression linéaire. Et bon, on va aborder par la suite bon, les détails de ces deux types d'analyse. Euh, pour l'analyse de la variance, en fait, la problématique se pose quand on a un variable qualitative en relation avec un variable quantitative. C'est-à-dire, par exemple, là, je montre sur l'écran, j'ai un variable qui s'appelle brutal ou progressif, c'est le type d'effondrement sur les sites miniers. Et là, je mesure sur ce site-là deux variables. Un variable avec des valeurs qui varient entre 2 et 14 à droite, et un autre variable avec des valeurs qui varient entre 0,4 et 0,8. Et là, ça se voit tout de suite sur le graphique, en fait, en utilisant ces boîtes à moustaches, que le variable à droite n'a pas beaucoup de différence, si vous voulez dire, c'est-à-dire les valeurs de la variable à droite n'a pas beaucoup de différence si la famille des effondrements miniers sont de la famille brutale ou progressive. Par contre, pour l'autre variable, pour la variable qui se situe à gauche de l'écran, je peux dire que bon, il y a quand même une différence significative entre ces deux variables. Et ça peut me servir en fait par la suite de dire si dans une autre zone, dans une zone quelconque, une zone nouvelle que je connais pas, j'arrive à mesurer la valeur de la variable qui est à gauche de l'écran et la valeur que je vais mesurer est de 0,5 comme ici là, je peux tout de suite dire que bon, il est très probable que cette zone-là doit être dans un type d'effondrement progressif et non pas brutal. Par contre, si je trouve que la valeur que je mesure ici est de 0,68 ou 69, je peux déduire que le type d'effondrement est un effondrement brutal. Par contre, si pour la même zone, pour une nouvelle zone, hein, je mesure la valeur de la variable qui est ici et la valeur que j'obtiens est de 8, donc je ne peux pas déduire si c'est progressif ou brutal parce que bon, j'ai une quantité des observations que j'ai observées auparavant qui se situe ici dans la progressive et un autre qui se situe dans le brutal. Donc, je peux dire ici que le variable, ce variable-là ne fait pas la différence entre ces deux familles. C'est la même en fait, c'est la même procédure qu'on travaille avec quand on quand on étudie par exemple la disparité homme-femme. Donc, si on mesure sur la classe, par exemple, l'âge, le poids, la taille, le nombre des enfants, et là, je mettrai l'hypothèse qu'il y a une différence quand même entre, entre les hommes et les femmes en utilisant ces variables-là. Donc, je vais faire un graphique comme celui-là et je vais voir s'il y a vraiment des différences de taille, par exemple, entre les hommes et les femmes, s'il y a des différences de poids entre les hommes et les femmes. Donc, ça peut aussi marcher pour vrai ou faux. Et ça peut aussi marcher pour des mois. Par exemple, mois de juin, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre. Si je mesure la température sur les mois de l'année, est-ce que j'arriverai à avoir une différence claire
entre la température du mois de juin, de juillet et août et septembre et ainsi de suite. Donc c'est le champ d'application, si vous voulez, de ce travail. Donc là, c'est la façon visuelle de voir les choses. Si on s'étale sur la façon mathématique, si vous voulez, de voir les choses, ce qui est un petit peu plus compliqué. Donc en fait, la façon mathématique de voir les choses, c'est comme le nom indique, on travaille sur la variance des variables que nous avons dans notre jeu de données ou dans notre matrice de données. Et la variance, comme on en parlait auparavant, la variance, c'est là, en fait. C'est chaque observation moins la moyenne de toutes les observations au carré, et on le divise par n. Et dans le monde d'analyse de données ou le monde de statistiques, on appelle ça la somme des écarts. Parce que on estime que I, c'est-à-dire une observation quelconque, moins la moyenne, c'est l'écart de l'observation par rapport à la moyenne et au carré. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle SS. Donc, c'est la somme des écarts ou la somme des carrés des écarts et on les divise par n. Mathématiquement, on a trouvé que il y a en fait trois types de variances qu'on peut avoir dans un variable quelconque. Donc sur un variable température par exemple, on peut observer la variance totale, c'est-à-dire on calcule la variance de la température, ce que j'appelle ici la variance totale. Et nous avons deux types de variables, deux autres types de variances, ce qu'on appelle la variance à l'intérieur des groupes et la variance entre les groupes. Et la variance à l'intérieur des groupes, c'est-à-dire que si la température est liée à un mois de juin et juillet, donc je vais calculer la variance pour le mois de juin et la variance pour le mois de juillet, et là ce sera la variance à l'intérieur de groupes, et je compare ça avec la variance entre les groupes, c'est-à-dire la variance entre la moyenne de groupe mois de juin et la variance et la moyenne de groupe de mois de juillet. Je compare les deux ensemble, ce qui me donne ce qu'on appelle la variance entre les groupes. Et en termes modernes, on appelle ça SS inter, c'est-à-dire intergroupe, et SS intragroupe, c'est-à-dire à l'intérieur des groupes. Donc c'est la notation qu'on utilise maintenant. Et les mathématiciens, les statisticiens, ils ont inventé un indice qu'on appelle F. Et F, c'est en fait selon un mathématicien anglais qui s'appelle Fisher. Donc c'est le F de Fisher, et le F de Fisher est égal donc cet indice est égal à la variance entre groupes divisé par la variance à l'intérieur des groupes, et on obtient un indice qui s'appelle F. On appelle ça en statistique F. Et l'observation que nous avons, c'est que plus le F est grand, plus la différence entre le groupe est différent. Et donc on utilise aussi le F dans ce sens-là. Maintenant, je vais aller sur RStudio pour essayer de voir un petit peu comment on va calculer ces valeurs, comment on va raisonner avec ces valeurs-là. Donc là, je suis sur R, et là j'ai un fichier. Bon, je vais travailler avec mon fichier R Quality que nous avons l'habitude maintenant de travailler avec. Et là, je vais dessiner une boîte à moustache avec la température, parce que là j'ai mis boxplot entre parenthèses air quality signé $temp, donc c'est le variable température. Je vais les dessiner avec la variable day, jour, et là j'y mettrai un tilde. C'est juste pour dire que pour RStudio que ces deux variables là qu'il faut les comparer. Donc là je valide. Et là, il me sort, il me dit, bon, le jour numéro 1, le jour numéro 2, 3, 4, 5, 6, et voici la température. Si je remplace le jour, parce qu'il y a beaucoup de jours de la mois, donc je vais comparer ça avec month, c'est la mois, le mois. Donc là, si je valide, et là, il me sort un graphique qui me montre les mois de mai, juin, juillet, août, septembre,
avec la température qu'on a observée durant ces mois-là. Et donc là, en observant ce graphique, je peux dire qu'il y a quand même des différences entre les mois, mais bon, je peux dire que les mois, les 2 mois consécutifs n'ont pas de différence réelle, mais par contre, si je compare le mois de mai avec le mois de juillet ou le mois de mai avec le mois d'août, il y a quand même une différence entre ces mois-là. Donc, si j'observe maintenant une observation dans un jour quelconque, et cette observation-là de température était de 90, bon, maintenant on parle toujours de température en Fahrenheit, on ne parle pas de température en Celsius, et là, si j'observe en 90, je peux déduire que bon, la température, ce mois-là, ou le mois de cette observation, pourrait être le mois de juin ou mois de juillet ou peut-être le mois d'août aussi. Donc, c'est comme ça qu'on fera les choses. Mais pour travailler sur ces fichiers-là, on a quand même besoin de faire beaucoup plus d'analyse et avoir des chiffres pour comparer les choses ensemble parce que bon, la visualisation, c'est bien, mais la visualisation ne donne pas des mesures quantitatives pour les variables. Là, je vais aussi faire un petit essai. Je vais rappelez-vous qu'on avait le fichier qui s'appelle mtcars et le fichier mtcars, c'est un fichier qui montre des données sur des voitures. Et là, je vais utiliser la fonction head pour voir un petit peu les 6 premiers lignes de données sur le fichier mtcars. Et là, apparemment, il me donne les nombres des voitures, les types de voitures, MPG, SIL, EDIS, PHP, ainsi de suite. Donc là, ce qui m'intéresse en fait, c'est le MPG, les cylindres et peut-être le HP. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que MPG, c'est le nombre des miles que la voiture va parcourir avec un gallon d'essence. Donc, plus le nombre de miles, plus ce variable est grand, plus la voiture va marcher plus des distances avec un gallon d'essence. Donc là, je vais en fait faire un box plot avec le variable MPG et cylindre et je valide. Et là, je vois que il y a vraiment des différences entre les voitures à 4 cylindres, les voitures à 6 cylindres, les voitures à 8 cylindres. Et apparemment, les voitures à 8 cylindres consomment beaucoup plus de fuel par miles parcourus que les voitures à 4 cylindres, par exemple. Et donc là, bon, je vais faire l'analyse, comme j'ai fait l'analyse, la comparaison du mois qui était plus ou moins évident ou la comparaison du jour avec la température et la comparaison que je viens de le faire avec les miles parcourus par un gallon d'essence. Bon, je vais faire la même analyse, mais en utilisant l'analyse de la variance pour prouver quantitativement avec des chiffres les différences entre ces groupes en fait des valeurs. Donc, la fonction pour calculer l'analyse de la variance en R, ça s'appelle AOV. Donc, AOV, c'est Analyse of Variance, donc en anglais, AOV. Et là, on mettra le nom de variables quantitatives et le nombre de variables qualitatives après. Et on mettra un tilde entre ces deux variables. Donc là, si je valide, il me donne il fait des calculs, il me donne des résultats. En fait, ces résultats-là, je dois les stocker dans un variable pour pouvoir par la suite travailler avec. Donc, ce que je suis en train de le faire, donc je vais définir un variable qui s'appelle res.anova. Bon, je peux l'appeler peu importe ce que je veux. Donc res.anova et je valide et là il a stocké les valeurs ici et si je ferai après le sommaire, si je lui demande de faire le sommaire de ce variable là où j'ai stocké les données, donc là je fais summary de r.anova, de res, pardon,
.ANOVA et là, il me donne les résultats que je souhaite l'avoir. Et ici, ce qui m'intéresse en fait, c'est bon, il y a plusieurs choses. Bon, il y a la valeur de f qui est là, donc la valeur de f ici est de 79,56 et bon, il y a des sommes, des carrés, il y a des sommes il y a des résidus, il y en a pas mal des calculs qui sont faits ici. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de savoir est-ce qu'il y a une différence mathématique, statistique entre ces trois groupes de variables. Et effectivement, oui, parce que il me donne ici que le seuil de à l'hypothèse est de 6,11 multiplié par 10 puissance moins 10. Et là, il me dit en fait, en bas ici, il me dit le code que R par défaut, il le met sur les valeurs, le code de croyance de test de cette hypothèse. Et bon, s'il me donne 3 étoiles, c'est que est de 0. S'il me donne 2 étoiles, c'est que la valeur est de 0,01. S'il me donne une seule étoile, c'est de 0,01 et ainsi de suite. Et là, je peux déduire que statistiquement, bon, bien sûr qu'on l'a vu visuellement, mais statistiquement, on peut déduire qu'il y a une différence entre les valeurs dans le groupe des voitures où il y a le nombre de cylindres est égal à 4 et le groupe de variables dans les voitures où il est égal à 6 et ainsi de suite qui est égal à 8 aussi. Si j'ai envie de travailler avec deux variables, bon, avec deux groupes seulement, avec 4 et 6 seulement, je n'ai pas envie de travailler avec le 8, là je dois travailler avec mon fichier de données, je dois dire à R de travailler que sur les valeurs de 4 et les valeurs de 6. Et ça, je peux le faire sur RStudio, ou bien je peux revenir sur mon fichier de données, je peux revenir sur mon fichier mtcars et effacer, par exemple, les valeurs des nombres de cylindres 8 et le sauvegarder sur un autre nombre de fichiers et le réimporter sur R. Mais c'était juste pour vous montrer la façon pour faire cette analyse. Donc là, si je vais faire la même chose avec le fichier Air Quality, donc là, je vais comparer par exemple la radiation solaire, bon, l'hypothèse que je mets ici. Est-ce qu'il y a une différence entre la radiation solaire qu'on observe à New York selon le jour du mois? Donc là, je fais la même analyse et là, il me dit que le est de 0,07 et donc là, je peux déduire que il y a une différence, mais c'est pas une différence très significative comme la différence entre les nombres de gallons consommés par 1000 miles parcourus, alors qu'ici, bon, il y a une différence, mais la différence n'est pas vraiment très significative. Donc là aussi, on peut le voir si on dessine box plot et je mettrai box plot, donc air quality solaire, donc juste pour le voir dans une façon visuelle. Et donc là, vous voyez, là c'est le jour et là c'est la radiation solaire. Et bien sûr, si on observe ce graphique-là et on observe ce graphique-là, on voit quand même, si on observe ce graphique-là avec la consommation de l'essence et ce graphique-là avec le nombre de jours, le numéro de jours et la radiation solaire, on peut déduire tout de suite qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les jours. Et par contre, ici, il y a une différence. Là, il y a des différences entre selon le nombre de cylindres. Et ce qui est confirmé en fait par l'analyse. Et là, il me met en bas une note en me disant que faites attention parce que j'ai trouvé dans le fichier Air Quality, dans le Solar Air, j'ai trouvé 7 valeurs manquantes. Donc, j'ai effacé ces valeurs manquantes. J'ai continué l'analyse, mais j'ai effacé ces 7 valeurs manquantes. Donc, il est quand même assez intelligent pour le faire. Je
pas besoin de faire comme auparavant na.omit ou ops use égale ops value, je sais pas quoi. Donc, bon, j'ai pas besoin de faire ça pour l'instant. Donc, c'est juste pour dire que visuellement, on peut voir les choses, mais il faut les confirmer avec des chiffres par la suite. Et la façon pour utiliser cette méthodologie est de dire ou de poser la question, est-ce que si j'ai je parcouru 20 miles par gallon d'essence, je peux déduire tout de suite que bon, apparemment, je peux dire que la voiture là, c'est une voiture à 6 cylindres. C'est pas une voiture à 4 cylindres. C'est pas une voiture à 8 cylindres. Donc c'est une façon pour voir des choses qu'on n'a pas mesurées. En fait, on va prédire, on va dire avec une certaine certitude. Je peux dire je peux prédire le nombre de cylindres des voitures en connaissant le nombre de miles parcourus par gallon. Maintenant, on va passer à la régression linéaire. Et la régression linéaire, en fait, c'est une autre famille d'analyse prédictive des données. Mais là, on travaille en fait sur deux valeurs numériques quantitatives. C'est-à-dire, c'est pas comme l'analyse de la nova ou l'analyse de la variance où nous avons des groupes de variables et on compare les valeurs à l'intérieur de ces groupes-là, mais là, on parle en fait des deux variables quantitatives qui varient l'un avec l'autre. Et quand on parle des variables quantitatives, bon, la plupart des valeurs avec lesquelles on travaille avec des valeurs continues en fait. Et bon, il y a la famille de la régression linéaire, c'est vraiment une très grande famille où il y a beaucoup de méthodologies de faire la régression. Donc, on parle de la régression linéaire, on parle de la régression multiple, on parle aussi de la régression logistique. On parle bon, il y a plusieurs familles et chacune de ces familles-là travaille sur un type de variable quelconque. Mais là, on va apprendre ensemble la façon, la méthodologie la plus simple, c'est-à-dire la régression linéaire, où on estime la valeur d'une variable quantitative continue à partir d'une autre variable quantitative continue. Donc, c'est les limites de la méthodologie. Et là, je montre sur le graphique qui est là, je montre en fait deux variables, la variable éducation. Je connais pas les variables en fait, mais bon, c'est le variable qui s'appelle éducation avec l'étendue de ce variable-là qui varie entre minimum environ 6 et maximum environ 16 et le médiane est autour de 10,2 ou 10,3 peut-être. Et là, j'ai l'autre variable en vertical, mon Y, variable qui s'appelle prestige. Bon. Et aussi, l'étendue de ce variable-là est présentée par ce boîte à moustache. C'est cette droite à l'équation ainsi de suivant. Donc, Y, prestige, égale à A plus BX. Donc, c'est l'équation d'une ligne droite classique. Et en fait, bon, ici, on va dire le prestige est égal à A. On va déterminer la valeur de A plus B multiplié par la valeur de l'éducation. Donc, si on arrive à déterminer A et B, on va voir l'équation de cette droite. Et si on a l'équation de cette droite et nous avons on a mesuré par exemple sur un variable, sur une observation, par contre, on a observé une valeur d'éducation qui est égale à 17 ou 18, on peut toujours les mettre dans l'équation pour calculer le prestige ou bien faire l'inverse. Si nous avons le prestige de Y est égal à Y est égal à quelque chose, on va déduire la valeur du X en sachant bien sûr les valeurs des facteurs A et B. Donc, tout l'exercice de la régression linéaire est de trouver les valeurs de A et B pour les mettre dans l'équation après et pour dessiner la droite de la régression.
Bien sûr, il y a aussi un autre facteur à tenir compte, c'est que quelle est la quantité d'erreurs que nous avons parcouru en utilisant cette droite. Parce que, bon, effectivement, cette droite-là ne passe pas par tous les points du nuage de points. Donc, il y a des points à droite, il y a des points à gauche, il y a des erreurs, si vous voulez dire comme ça. Mais bon, la droite passe quand même par la plupart des points. Et je sais qu'il y a des erreurs. Et donc, je dois aussi quantifier cette erreur. Je dois savoir quelle est la quantité de cette erreur pour dire que, bon, je suis très loin de la réalité, ou bien je peux estimer la valeur de x à partir de y, ou la valeur de y à partir de x avec une certitude de 90%, 60%, 70%, et ainsi de suite. Donc, on va faire les choses avec R tout de suite. Donc là, j'y vais vers RStudio. Et en fait, pour la régression linéaire, la fonction pour le faire s'appelle LM. En anglais, c'est Linear Model. Mais avant de faire la régression linéaire, je vais quand même dessiner les nuages de points sur mes deux variables que je vais travailler avec. Donc, Air Quality température et Air Quality vent. Donc là, je dessine les points et ça se voit que bon, on sait déjà que air quality et température, ce sont des valeurs continues quantitatives. Et donc là, je vois l'exemple devant moi. Et ici, je vais effectuer la régression linéaire à une valeur avec ces deux variables. Et dès que je fais ça, il me dit qu'il y a un coefficient et il y a un intercept. Intercept, en fait, c'est le A. Bon, rappelez-vous que la fonction était y égale à A plus bx. Et donc, le y ici, c'est la température. Donc, je peux dire que la température est égale à 90,13 moins 1,23 multiplié par vent. Parce que le A est égal à 90,13 et le B, qui sera multiplié dans l'équation par X, est égal à moins 1,23. Et donc, le 90,13, c'est le facteur A qui est dans l'équation qui est ici, alors que le B, qu'on va multiplier par le X, par la vitesse du vent est de moins 1,23. Là, j'ai stocké le modèle dans un variable qui s'appelle res.lm. Et là, si je fais un summary, si je lui demande de faire un sommaire de res.lm, et là, il me sort 13 hypothèses sur les valeurs que j'ai obtenues. Et bien sûr, si j'obtiens ici une valeur inférieure à 0,05, c'est que cette fonction-là, je peux y croire à cette fonction-là. Donc cette fonction-là est valide et je peux déduire que la droite de cette régression est représentative de ce nuage du point. Donc maintenant, si j'ai envie de dessiner la droite de la régression sur l'équation, donc je vais redessiner les deux variables ensemble. Et là, je vais utiliser la fonction qui s'appelle abline. C'est une fonction de R. Et là, je vais mettre abline avec entre parenthèses res.lm, c'est-à-dire j'ai envie de dessiner la droite de la régression et qui était produit par le modèle linéaire de régression que je viens d'obtenir. Et si je fais ça sur mon graphique à droite là, il me dessine la ligne qui est en fait la fonction qui est égale à temp est égale à 90,13 plus pardon
moins 1,2305 multiplié par vitesse du vent. Après, par la suite, si j'ai envie de savoir la vitesse du vent quand la température est égale à 50, par exemple, je vais remplacer ces valeurs-là dans mon équation. Je vais remplacer y par 50 et je vais calculer x qui sera la vitesse du vent. Et ainsi de suite, si j'ai une vitesse du vent qui vaut 0, par exemple, et quelle sera la température selon cette modèle, selon ces observations. En se basant sur ces équations-là, je peux aussi la déduire à partir de cette fonction-là. Bien sûr, comme on a dit auparavant, dans RStudio, il y a des centaines de façons pour faire les choses. Et là, j'ai trouvé une autre façon plus jolie, si vous voulez, de produire des graphiques sur la régression linéaire. Et là, ça nécessite un package qui s'appelle CAR, C-A-R. Et donc là, je cherche sur sur mes packages. Et j'ai trouvé que j'ai le package qui s'appelle CAR. Et si vous voulez l'installer, bien sûr que c'est comme on a fait auparavant, vous allez sur Tools dans le menu et installe package et puis dites CAR. Et donc là, je lui dis, bon, j'ai envie d'utiliser le CAR et dans le package CAR, il y a en fait une fonction qui s'appelle scatterplot, donc nuage de points en anglais. Et là, je vais mettre température et vitesse du vent. Et là, il me dessine un dessin, un graphique plus joli que le dessin que j'avais auparavant. Donc là, il me dessine la température avec les boîtes la boîte ou le box plot, la boîte et moustache de température et la boîte à moustache avec pour le vent. Et ici, il me dessine la droite de la régression, mais il dessine aussi deux autres bornes. Et ces bornes-là, on les appelle les bornes de croyance de 95%. C'est-à-dire, entre ces deux lignes-là, nous avons 90%, 95% des données dans le modèle. Donc, si vous voulez, c'est peut-être les marges des erreurs, si on prend ça comme ça. Et là, j'ai fini. Comment fait-on la régression linéaire en R et l'analyse de la variance? Et bon, j'ai présenté un petit peu comment on utilise ces deux méthodologies-là pour à la suite estimer des variables et estimer des valeurs de variables. La dernière diapositive que j'ai dans ma présentation, j'ai mis quand même pas mal de ressources sur Internet avec des vidéos, avec des sites à y regarder qui parlent tous de la régression linéaire ou de l'ANOVA et avec bien sûr bon, il y a des sites qui parlent de la méthodologie plus générale, il y a d'autres sites qui parlent de l'analyse en R et comment fait-on ça en R. Et vous allez retrouver, bon, vous allez trouver, comme j'ai dit là tout de suite, vous allez trouver qu'il y a quand même des 5, 6, 7, même 10 façons pour le faire. Et il y a des gens qui n'arrêtent pas à inventer encore des fonctions sur R ou RStudio pour produire des graphiques peut-être plus logiques ou plus jolis et des statistiques qu'on peut l'utiliser par la suite. Bon, je vais m'arrêter là et je vais bon, je sais que bon, vous allez voir peut-être ce vidéo après la séance du 21 mai, dans laquelle on va parler plutôt on a dû parler plutôt de l'analyse de données en sens général et comment utiliser l'analyse des données, qu'est-ce que c'est la stratégie qu'on doit adopter pour faire cette analyse. Merci et au revoir.